Les histoires de Madi. Le soleil de Guinée se levait sur Kindia, inondant le petit village de Bofa, niché entre les collines verdoyantes, d'une lumière dorée et apaisante. Les matins y étaient souvent parfumés par la terre fraîchement arrosée par la rosée fine et les premiers fumets de fonio cuisinés. Au cœur de ce décor paisible, une tension sourde existait, une dissonance familiale qui opposait les sœurs Djelika et Fatou. Elles étaient séparées par une unique année de naissance, mais par un abîme de caractère qui ne cessait de se creuser. Djelika, l'aînée, était-elle une tige de mil, élancée et gracieuse. Elle n'était pas celle qu'on remarquait au premier regard, mais celle dont la beauté s'appréciait avec le temps, comme un motif complexe sur un pagne finement tissé. Son véritable éclat résidait dans ses yeux vifs, qui traduisaient une intelligence rare, et dans la clarté de son esprit. On disait d'elle que ses pensées couraient plus vite que le lièvre de la brousse et qu'elle possédait la sagesse d'une femme de 40 ans, bien avant d'en atteindre 20. Elle était systématiquement la première de sa classe, une source de fierté inépuisable pour leur père, M. Diallo, un instituteur respecté du village, qui plaçait l'éducation au-dessus de toute richesse. Fatou, la cadette, était l'opposé flamboyant, une véritable étoile filante. Elle était plus en chair, dotée de courbes généreuses et d'une démarche ondulante qui captait l'attention. Son rire était si éclatant qu'il couvrait souvent les discussions des autres. Si Djelika brillait par son intellect et sa discrétion, Fatou s'imposait par sa prestance physique et son assurance tapageuse. Elle avait le don d'être toujours au centre de la cour de récréation, des rassemblements du marché et même des cérémonies familiales. Les parents, M. Diallo et Maman Aïssatou, soucieux de l'équité et de la paix du foyer, s'efforçaient de les traiter avec une égalité irréprochable. Elles recevaient les mêmes allocations, les mêmes pagnes pour les fêtes, les mêmes parts de poulet le dimanche et fréquentaient la même école. Pourtant, cette égalité matérielle ne parvenait jamais à combler le fossé émotionnel. Fatou entretenait un mépris persistant et souvent exprimé pour son aînée, qu'elle percevait comme une rivale, mais aussi comme l'incarnation de ce qu'elle refusait d'être, effacée et studieuse. « Tu es si plate, Djelika », lançait-elle devant les copines, le ton de la pitié teinté de cruauté. Même les papillons préfèrent se poser sur une fleur charnue. Tu es comme une feuille de papier, tu t'envoleras au premier vent. Et les piques étaient d'autant plus douloureuses qu'elles ciblaient l'ambition de Djelika. Quand l'aînée réussissait un examen difficile, à quoi bon toute cette sagesse, hein? Qui la verra derrière tes lunettes et tes livres? Tes cahiers te donneront-ils un mari? Moi, je n'ai besoin que de me coiffer pour que les garçons se battent à mes pieds. Ces mots, lancés comme des pierres brûlantes, blessaient Djelika au plus profond de son jeune cœur. Les premières années furent rudes, remplies de larmes silencieuses versées sous la moustiquaire, le cœur meurtri par la cruauté de sa propre sœur. Elle ne comprenait pas cette haine gratuite, cette jalousie pour des qualités qu'elle ne cherchait même pas à exhiber. Mais, comme le kinkeliba qui devient plus fort après la taille, l'âme de Djelika s'endurcit avec les années et son intelligence prit le dessus sur la douleur. Elle comprit, à un âge étonnamment précoce, que le respect ne pouvait être mendié. Elle s'était forgé une carapace, apprenant à sourire poliment au pic acéré de Fatou et à ne plus attendre la moindre affection ou validation de sa part. Elle trouva refuge et réconfort dans ses études, dans la discipline qu'elles exigeaient et dans la compagnie de Maman Aïssatou. Sa mère, sage et patiente, lui enseignait l'art de teindre le tissu, un processus lent qui réclamait une patience infinie, et lui prodiguait des leçons de vie essentielles. L'eau bout vite dans une marmite vide, ma fille, car elle n'a rien à y contenir, disait Maman Aïssatou. Laisse le cœur de ta sœur bouillir, il se calmera quand il sera plein de ses propres responsabilités. Un jour, la vie lui donnera une autre leçon que l'orgueil, et ce jour-là, elle aura besoin de la sagesse que tu auras accumulée, pas de la sienne. Les années de lycée s'écoulèrent, confirmant les tendances profondes de chacune. Djelika restait l'étudiante discrète, dévorant les bouquins sous l'ombre du grand mangier. Elle obtenait les meilleures notes, mais son cercle social restait restreint. Peu de garçons osaient l'approcher, intimidés par son sérieux, son silence studieux
et la réputation de sa rigueur intellectuelle. Fatou, elle, nageait en pleine gloire juvénile. Entourée d'admirateurs qui se succédaient plus vite que les saisons de pluie, elle collectionnait les petits amis, goûtant la saveur éphémère de la popularité et de l'adulation. Elle passait ses soirées à se coiffer, à essayer de nouvelles tenues chatoyantes et à dénigrer les choix studieux de sa sœur, qu'elle qualifiait de vie de couvent. Vraiment, Jellica, je te plains. Tu vas te réveiller vieille et seule avec tous tes diplômes. Un diplôme ne te réchauffera pas la nuit. Une fois le baccalauréat en poche, leurs chemins devinrent de véritables parallèles qui ne se croiseraient plus. Jellica, grâce à son excellence, obtint une bourse pour étudier la gestion et l'économie à Conakry, la grande capitale animée. Fatou, ayant à peine réussi son diplôme grâce à une indulgence du jury, refusa d'étudier davantage. Elle préféra rester à Kindia, convaincue que sa beauté lui ouvrirait sans effort toutes les portes d'un mariage prospère. Elle s'engagea alors dans une série de relations superficielles, cherchant un homme riche, un protecteur rapide qui la sortirait du village. Cependant, elle ne trouvait que des aventures sans lendemain, des promesses vaines de la part d'hommes qui ne voulaient qu'une chose, et des cœurs brisés, les siens ou ceux des autres. Pendant ce temps, Jellica s'épanouissait dans la capitale. Son intelligence était enfin reconnue et valorisée dans l'environnement exigeant de l'université. Elle s'épanouissait loin de l'ombre castratrice de sa sœur. Elle ne se préoccupait plus de son physique, le considérant comme un outil sain au service de son cerveau. Son corps mince, autrefois sujet de moquerie, était le témoin de son endurance et de sa discipline. Et c'est là, dans un séminaire professionnel, à la veille de la remise de son diplôme, qu'elle rencontra Moussa. Moussa Camara n'était pas seulement un homme fortuné, il était un homme bon, réfléchi et profondément respectueux. Il était le propriétaire prospère d'une entreprise d'import-export en pleine expansion. C'était un homme qui avait vu le monde, qui avait rencontré de nombreuses femmes aux beautés éphémères et qui cherchait désormais une partenaire avec un esprit aussi vaste que le sien. Moussa ne fut pas attiré par la première impression superficielle, mais par la profondeur de Jellica, sa manière de débattre avec une logique implacable et l'humilité qu'elle gardait malgré son intellect aiguisé. Il avait vu au-delà des apparences, là où d'autres n'avaient vu que la minceur ou l'austérité. Il avait vu la flamme. Leur cour fut discrète, patiente et sincère. Ils partageaient des lectures, des projets et des rêves bien au-delà des futilités. Moins de 2 ans après leur rencontre, Moussa demanda la main de Jellica à M. Diallo, selon la coutume. Les noces furent célébrées à Kindia, une grande fête où le village entier vint témoigner du succès de l'enfant studieuse. M. Diallo et maman Aïssatou rayonnaient de fierté. Le mariage de Jellica fut une déchirure pour Fatou. Elle était revenue pour la cérémonie, se forçant à porter un sourire de circonstance et un pagne flambant neuf pour s'assurer d'attirer l'attention. Mais son cœur était un volcan en éruption de jalousie et de rage. Elle ne pouvait pas, absolument pas, l'accepter. Comment Jellica, la tige de mille, celle que les garçons n'approchaient pas au lycée, celle qui n'avait pas les courbes que la société admirait tant, avait-elle pu trouver un homme aussi bien? Moussa était un parti exceptionnel. Beau, respectueux, riche, généreux et surtout sérieux. Il parlait de fonder une famille, de voyager, de bâtir un avenir. Il était l'opposé exact des hommes que Fatou avait fréquentés. Les reproches qu'elle s'adressait en secret étaient un murmure amer et lancinant. J'ai gâché ma jeunesse pour des hommes qui m'ont traité comme un jouet. J'ai misé sur ma beauté et j'ai perdu. Elle a travaillé son esprit en silence et maintenant elle a tout. La chance lui sourit sans qu'elle ne lève le petit doigt. La jalousie s'installa, épaisse et noire, dans le cœur de Fatou, corrompant chaque pensée, chaque action. Elle prit la décision de s'installer à Conakry, prétendant chercher du travail dans l'espoir de surveiller le bonheur de sa sœur. Elle s'accrocha à la somptueuse maison de Moussa et Jellica, trouvant toutes les excuses pour prolonger son séjour. La maison de Moussa était spacieuse. Une villa moderne dans un quartier aisé, et Fatou s'y sentait plus à l'aise et plus à sa place que dans le petit logement qu'elle partageait en ville. Jellica, dans sa bonté et sa naïveté habituelle concernant sa sœur, lui avait accordé une chambre, espérant qu'un peu de stabilité et l'exemple d'un couple heureux
l'aiderait à se trouver et à mûrir. Mais Fatou ne cherchait plus d'emploi. Elle ne cherchait plus l'amour. Elle ne cherchait qu'à détruire, convaincue que l'égalité ne serait restaurée qu'en rabaissant sa sœur à son propre niveau de malheur. Elle observait Moussa avec une attention malsaine. Elle le trouvait attentionné, tendre, drôle avec sa femme. Il ramenait des cadeaux, il discutait de ses journées, il l'embrassait spontanément. Ce spectacle d'amour sincère rendait Fatou folle de rage. Elle essaya la séduction directe. Les tenues provocantes, les sourires appuyés et les conversations intimes, les jouant de tout son charme. Moussa restait poli, mais distant et ferme, ses yeux uniquement posés sur sa femme. Il ne voyait Fatou que comme la jeune sœur capricieuse de Djelika. Fatou réalisa qu'elle ne gagnerait jamais avec sa beauté seule, car Moussa était au-dessus de ses faiblesses. Il fallait une force plus sombre, une magie qui briserait le lien indéfectible de ce couple. Il lui fallait un gris-gris. Elle se rappela alors les histoires de leur enfance, les légendes murmurées sur les marabouts et les sorciers des ruelles sombres de l'intérieur. Elle entra en contact avec un charlatan sinistre, un homme dont les yeux ne brillaient que par l'appât du gain, promettant la destruction de tout bonheur en échange d'une forte somme. L'envoûtement, lui dit le charlatan, devait être discret et mélangé à la vie quotidienne. Il lui donna un sachet de poudre noire aux herbes séchées et une petite gourde d'huile trouble aux senteurs amères. La poudre, tu la mettras dans sa nourriture. Elle troublera son jugement et éteindra sa flamme pour Djelika, lui expliqua l'homme. L'huile, tu t'assureras qu'il en touche le front pendant son sommeil, le soir. En moins de 2 lunes, il verra ta sœur comme un chiffon usé et te désirera comme l'eau en saison sèche. Le cœur d'un homme n'est qu'un jouet fragile. Fatou revint à la maison, le cœur battant d'excitation et de peur, sentant la victoire proche. Elle attendait l'occasion parfaite, un moment où elle serait seule dans la cuisine, sans Djelika. Dans la maison de Moussa et Djelika travaillait une femme nommée Kadidia. Elle était la ménagère, responsable de la propreté et des repas, mais elle était aussi et surtout la gardienne silencieuse du foyer. Une femme du mandé, respectueuse, avec un sens aigu de la morale et une sagesse instinctive. Kadidia avait vu grandir des tensions et reconnaissait le jeu des ombres. Elle avait noté la jalousie maladive dans le regard de Fatou, l'avait entendu murmurer des plaintes au téléphone et s'était méfiée de son séjour prolongé et de son manque de respect pour Djelika. Le jour du crime arriva. Djelika était en déplacement pour une réunion d'affaires imprévue avec Moussa en ville. Fatou avait été chargée de surveiller la maison et de commencer à préparer le repas du soir en leur absence. Elle vit là sa chance inespérée. Elle sortit la poudre noire de son sac, les mains moites. Elle s'approcha de la grande marmite en fonte où mijotait le thieboudienne, le plat préféré de Moussa, qui l'attendait souvent à son retour. Elle ouvrit la main, prête à verser le poison insidieux, lorsqu'une voix sèche et tranchante comme un couteau la fit sursauter violemment. « Que fais-tu là, Fatou ?» C'était Kadidia, debout dans l'encadrement de la cuisine, les bras croisés sur sa poitrine, le regard aussi dur que la latérite séchée sous le soleil de midi. Fatou se retourna, paniquée. Elle essaya de cacher la poudre dans le pli de son pagne et de retrouver son assurance. « Rien, Kadidia. Tu m'as fait peur. Je mets juste un peu de sel et d'épices. La recette de ma mère est différente. Elle est plus généreuse en goût. » Kadidia ne bougea pas, mais s'avança lentement. « Mensonge. Tes mains tremblent comme une feuille dans la saison des pluies. Tes yeux sont ceux de la hyène affamée qui veut dévorer la chair de son propre sang, et ton odeur est celle de l'inquiétude. Montre-moi ce que tu caches. » Fatou devint agressive, la dernière arme de celle qui est acculée. « Tu n'es qu'une employée, une femme de ménage. Garde tes réflexions pour toi, ou je te fais renvoyer. Tu n'as rien à dire sur mes affaires. » « Tu peux renvoyer mon corps, Fatou, mais pas la vérité qui a ses propres racines, » répondit Kadidia, sans élever la voix. « J'ai vu tes manigances, les appels secrets, les rencontres avec le marabout dans la ruelle d'à côté, sous le tamarinier. Je sers cette maison, je sers le foyer, et je ne laisserai pas ton poison, qu'il soit physique ou spirituel, détruire le bonheur de ceux qui me nourrissent avec respect. » Le ton de Kadidia était si grave, si dépourvu de peur, si ancré dans la certitude, que Fatou recula.
Elle savait qu'elle était découverte, démasquée par celle qu'elle considérait comme invisible. Dans son recul, elle lâcha la poignée de poudre qui s'étala sur le sol de ciment de la cuisine, dessinant un cercle sinistre et macabre, comme une prophétie révélée. Lorsque Moussa et Djelika revinrent tard le soir, fatigués mais heureux de leur journée de travail en commun, Kadidia les attendait dans le salon, le visage solennel. Elle leur raconta tout, sans omettre le moindre détail, désignant le petit tas de poudre noire recueilli dans un bol. Elle allait empoisonner votre repas, patron. Pas un poison qui tue le corps, mais un poison qui brise l'esprit et le cœur. Elle voulait détruire l'amour. Moussa, d'ordinaire si calme et tempéré, devint livide. Djelika, elle, resta figée, le masque d'acceptation qu'elle portait depuis l'enfance se brisant. La douleur n'était plus celle de la petite fille ignorée, mais une blessure adulte, profonde, causée par la trahison la plus intime et la plus vile. Face à l'évidence, à la poudre maléfique posée sur la table et au regard sans pitié de Kadidia, Fatou n'eut plus de force. Elle s'effondra en larmes, ses belles courbes secouées par des sanglots incontrôlables, le masque de l'orgueil et de la superficialité brisé en 1000 morceaux. « C'est injuste !» sanglota-t-elle, les mots hachés par la détresse. « Tu n'es pas belle, Djelika. Les hommes n'aimaient pas ta minceur. C'est moi qui aurais dû avoir un homme comme Moussa. »« Pourquoi toi ? Pourquoi toujours toi qui as tout, malgré tes défauts ?» Moussa regarda Fatou avec un mélange de pitié et de dégoût. Il s'assit, prit la main de Djelika et lui parla, mais c'était pour sa belle-sœur que ces mots étaient destinés. « Fatou, écoute-moi bien. La beauté physique est une fleur qui fane avec les saisons, une eau qui s'évapore au soleil. Ce qui m'a attiré chez Djelika, c'est ce que tu as toujours méprisé, son esprit, sa patience, sa dignité et la force de son caractère. Tu t'es préoccupé des apparences, des compliments vains et des flirs rapides. Djelika, elle, s'est préoccupée de son avenir et de sa valeur profonde. Elle a construit un fondement solide pour sa vie. Toi, tu as construit ton bonheur sur du sable. » Djelika, l'aînée, s'approcha de sa sœur. Elle ne la réconforta pas. Elle la regarda simplement avec l'autorité que l'aînesse lui conférait et qu'elle avait, pour la première fois de sa vie, pleinement assumée devant sa cadette. « Tu t'es vengée de ma réussite, Fatou, parce que tu t'es sentie échouée. Mais ce n'est pas moi qui t'ai fait échouer, c'est l'orgueil qui t'a aveuglé. Il t'a empêché d'ouvrir un livre et de voir que la véritable richesse réside dans l'âme, dans le travail et la discipline, non dans la chair. Aujourd'hui, la vérité te rattrape. Tu es exposé, non par la magie, mais par la vérité de tes actes et l'œil vigilant d'une femme digne. » Le lendemain, Fatou fut renvoyée, non seulement de la maison, mais de leur vie. Elle quitta Conakry, non pas pour retourner à Kindia, mais pour s'enfoncer dans l'anonymat, honteuse et maudite par sa propre famille, qui a pris son acte de sorcellerie par un coup de fil amer de maman Aïssatou. Djelika et Moussa vécurent longtemps et heureux, leur amour renforcé par cette épreuve terrible. Djelika utilisa sa sagesse, son intelligence et la fortune de Moussa pour faire le bien dans son village, finançant une bibliothèque scolaire pour les jeunes filles. Elle comprit que la véritable force n'était pas dans le pouvoir de la beauté ou de l'argent, mais dans la capacité d'écouter, d'apprendre, de s'élever au-dessus du mépris et de protéger son foyer avec dignité. Et c'est ainsi que les gens dirent de l'histoire de Djelika et Fatou, une histoire désormais racontée aux jeunes filles de Kindia. Quand l'esprit travaille et que le cœur veille, la beauté extérieure n'est qu'une ombre passagère, facilement obscurcie par la lumière de la jalousie et l'obscurité de l'orgueil. Merci d'avoir écouté et abonnez-vous pour plus d'histoires.